Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, 94 et du 67. On est à Strasbourg devant le Parlement européen. Donc là, voilà quoi, hein. C'est le centre du Mordor. L'œil de Sauron, il doit être au-dessus. Voilà. Cette tour de Babel, ça ressemble à la tour de Babel. Voilà les amis, donc on est à Strasbourg. Vous reconnaissez certainement l'endroit, Parlement européen, la chambre d'enregistrement des directives de la Commission européenne de Bruxelles. Et donc là, c'est une façade démocratique, mais ce n'est qu'une chambre d'enregistrement, bien évidemment. Donc on ne peut pas passer de l'autre côté et être devant. Donc là, on est juste derrière, au niveau d'un petit square. Voilà. Bon les amis, alors... Voilà, vous êtes en live. Bonjour citoyens. Salut les amis. Ben voilà, l'antre oligarchique. Parce que là, on est dans des ramifications oligarchiques. La France, c'est rien du tout. Là, c'est l'Union européenne. Là, on est déjà sur des niveaux, vous le savez tous les amis, 80% des décisions, des lois, des directives sont européennes et 20% nationales. Donc à partir de là, on peut estimer que c'est un haut lieu de l'oligarchie. Ici, vous avez tous les renégats des pays européens qui cherchent une planque en venant ici, tu vois, pour essayer de se redorer un petit peu un blason démocratique, une purification démocratique. Et ils viennent ici à voter des lois, enregistrer, obéir et suivre les lobbies qui, eux, décident avec les technocrates non élus à Bruxelles. Donc en fait, ici, tu veux, c'est tu vois, service de messagerie. En France pour se donner bonne conscience. Voilà, donc là on voit bien que l'architecture, vous la connaissez tous, hein, ça fait appel à la tour de Babel, ça fait appel à la tour de Babel, ça fait appel à une architecture moderne enfin, c'est dégueulasse, bien, honnêtement c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et donc ici vous avez du Cohn-Bendit, vous voyez, vous avez des gens comme ça, vous avez Le Pen, enfin que des renégats de la République, que des Bardella, voilà, qui vient d'arriver ici tout frais, tout feu, tout flamme. Du libéral libertaire. Voilà, du libéral libertaire, du national sionisme, vous avez de tout ici, vous avez de tout. Et qui obéiront, bon gré, mal gré, aux directives européennes, sans rébellion, sans conscience. À la rigueur, le seul à l'époque qui avait poussé une vraie gueulante et qui avait pris ses responsabilités, c'était Nigel Farage. Et Nigel Farage, ça y est, bon voilà, il est passé à autre chose. Bon, là, vraiment, c'est problématique, les amis, parce qu'ici, vous voyez, toutes les directives qui arrivent en France, c'est là, enfin, c'est enregistré ici, quoi. C'est pas le Parlement français, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas, si vous voulez, c'est pas le Sénat, c'est quoi, 20%, grand maximum. Mais tout le reste, c'est, voilà, les travailleurs détachés européens, c'est ici, c'est pas en France. Tout ce qui va concerner les eurorégions, c'est ici. C'est pas au Parlement. C'est le dépeçage du pays, voilà. Les eurorégions. Êtes-vous au courant, les amis, que là, très prochainement, on va passer à 5 régions en France. Et c'est pas des régions françaises, c'est des eurorégions. Donc terminer la France. Donc l'Alsace va faire partie de l'Allemagne. L'Alsace et la Lorraine ont déjà des prérogatives de pouvoir passer par Bruxelles plutôt que Paris. Donc on se souviendra quand même au niveau de la Première Guerre mondiale, les millions de blessés, de morts, de mutilés, etc. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Là, les mecs, ils la donnent. Ça a été vendu à vil prix, vil profit. Mais bon, voilà. Et ça, c'est le début. C'est des expérimentations européennes. Là, d'autres régions vont suivre, notamment Rhône-Alpes, etc. Donc voilà. Et tout ça, vous voyez, ce qui est malheureux, c'est que c'est représenté par des non-élus. Les Français ont voté contre le traité européen. Là, quand même, vous voyez la symbolique du traité européen. Non élu, Sarkozy qui passe en force, et puis tout ce qui va s'en suivre comme dérive. L'article 123 du traité de Lisbonne. Donc, on continue encore avec la loi de 73, avec la loi de Maastricht, c'est-à-dire la création monétaire aux mains des banques privées. Voilà, c'est toujours la même mascarade. Donc, en fait, tant que la création monétaire est aux mains des européistes, tant que la souveraineté monétaire est aux mains des européistes et pas sur le territoire national, on ne pourra rien faire, les amis, strictement rien faire. Mais alors vraiment strictement aucune marge de manœuvre. Sans un Frexit ou sans
une sortie de l'Union européenne totale et tout de suite. Bah, Et tout de suite. sans souveraineté monétaire, on ne peut pas avoir de véritable démocratie. Le reste, C'est c'est du pipeau. Exactement. On est avec un collègue gilet jaune constituant d'ici, hein, d'Alsace. Et oui, bonjour et bonsoir si jamais vous regardez une rediff. À toutes et à tous, on est effectivement ici sur Strasbourg. Gilet jaune constituant 67, voilà, certains me connaissent déjà. C'est Joe Manix. Joe Manix. Voilà, Ah, Joe pareil, Manix. je suis super content de recevoir mes confrères et collègues constituants du 91 ici pour effectivement dénoncer une nouvelle fois, je l'avais déjà fait sur une de mes vidéos en immersion. Ce Parlement symbolise effectivement le SPV, hein, c'est un petit peu le SPV de la politique en fait. C'est quoi SPV? Alors le SPV c'est un langage de financier qui permet à des entreprises de faire du offshore au niveau fiscal, c'est-à-dire qu'en fait tu fabriques en fait un special purpose véhicule, c'est tout simplement en Ouais. fait c'est une boîte en carton avec un mec en C'est une aussi en filiale, carton, c'est une filiale, d'accord. Une coquille qui est vide. Une coquille vide qui est dans un pays X, fiscalement Bahamas, plus intéressant, offshore. C'est voilà, les îles ça, Caïmans. offshore. Pour rappel, Ça, c'est utilisé par qui? Par BFM ou pas? Parce qu'il y a des choses qui sortent en ce moment là sur BFM. Effectivement, BFM n'est pas étrangère à ce système, puisqu'effectivement, vous le verrez sur une des vidéos que j'ai mis en ligne sur Gilet jaune constituant 67. Gilet jaune constituant 67. 67. Donc il y a la page. Il y a la page et il y a Joe Manix aussi, donc la page Joe Manix. Et moi, je publie, donc j'ai fait la double publication sur ce sujet-là sur BFM TV. Et ils ne sont pas étrangers à ce système, puisque vous verrez dans la vidéo, les fonds qui ont servi à constituer BFM TV ont été en partie issus tout simplement d'évasion fiscale. Et donc pour en revenir C'est lourd ce que tu dis là. C'est du très lourd, c'est du très très lourd. Donc là, il y avait le média qui sortait l'info. Ils essayaient apparemment de réparer la bourde et la saloperie qu'ils ont fait à Étienne Chouard. Ouais, Ouais, mais c'est trop tard les gars, vous êtes démasqués Ouais, quoi. Ok, donc là c'est des pistes, mais on avait réussi à avoir grâce au Canard enchaîné un organigramme en fait de l'organisation de BFM TV, enfin du groupe Drahi, hein, pas BFM TV. Ouais. BFM TV fait partie de ce groupe-là. Il y a plein d'autres choses. Oui, Et- c'est une ramification en fait. Hein. Et c'était vraiment très complexe. Et on voyait des filiales en Hollande, au Luxembourg, en Israël, etc. Il faut savoir que la Hollande et le Luxembourg, ils sont quand même connus pour être des paradis fiscaux. Hein, On est d'accord, bon, le Luxembourg en premier, après effectivement les Pays-Bas en second si tu voudrais les classer, mais le Luxembourg c'est historiquement le paradis fiscal de l'Europe. Et Et d'ailleurs, Juncker en vient. Juncker en vient et pour rappel, vous êtes tous censés connaître le fameux scandale qui avait explosé avec les LuxLeaks, qui concernait plusieurs centaines d'entreprises et plusieurs centaines de milliards d'euros. Centaines de milliards d'euros, d'accord. C'était C'était les Luxembourg Leaks, c'est ça? LuxLeaks. D'accord. Il y a eu les Panama Leaks, les Panama Papers. Qui effectivement, d'ailleurs la journaliste malheureusement est décédée puisqu'elle s'est fait assassiner, ils ont fait sauter sa voiture. Ah merde. Voilà. La journaliste qui avait révélé les Panama Papers s'est fait assassiner. Et Il y a eu les il y a eu Luxembourg donc les Leaks. Panama Papers, donc ça en fait ça concernait par le biais en fait d'un cabinet d'avocats hyper connu une révélation de milliers de documents qui concernaient des milliers d'entreprises, de personnalités. Et de politiques aussi, hein. Politiques, Ah donc ça a été un scandale tellement immense qu'Élise Lucet s'est même aventurée à faire un cache à ce sujet-là, Investigation. qui était d'ailleurs bien foutu. Et donc ça c'était Panama, mais il y a eu aussi la même chose par rapport au Luxembourg. Par rapport au Luxembourg. Alors raconte-nous, parce que Juncker là, celui-là qui titube un peu, qui a des problèmes d'oreille interne apparemment, ou de boisson, on sait pas. Hein. On ne sait pas, mais en tout cas, ça a été un gros scandale, les LuxLeaks, puisque effectivement, on a su que le Luxembourg avait contribué à faire que plusieurs entreprises extrêmement connues, CAC 40 et internationales, Ouais. puissent fiscalement mettre à l'abri des centaines, plus de 100 milliards d'euros. On parle de Vinci là Entre autres, Ouais d'accord, ok. entre Oh autres. putain, Il y a c'est lourd. Hein. beaucoup d'entreprises qui sont concernées. Et donc pour revenir à cette fameuse explication donc, du SPV, une entreprise quand elle veut faire de l'évasion fiscale,
la recette, bon, maintenant ils le font plus discrètement et ils le font plus trop en Europe parce que bon voilà ils sont un petit peu été mis en lumière donc ils le font plus trop, mais le SPV c'est le classique, c'est voilà, construire une boîte en carton avec un bureau en carton et un porte-nom, un porte-nom okay. Qui va permettre en fait à des entreprises de domicilier ailleurs les profits et donc de profiter du lieu de domiciliation de l'entreprise en carton pour bénéficier de la fiscalité concernée par le lieu. Normalement c'est 0% ou vraiment très très faible dans le paradis fiscal, et finalement ils splittent ils séparent leur comptabilité, ils gardent les pertes etc. pour la France ou les autres pays, et puis voilà. Et en plus, ça c'était une vieille technique, c'est la technique irlandaise avec Facebook, avec Apple, etc., avec Starbucks Café, enfin voilà. C'est ça, et en plus c'est bien complexe à souhait, donc ça pour les financiers comprendront quand je parle de complexité, parce que c'est des ramifications de SPV, de SPV, de SPV. Donc en fait c'est attrape-moi si tu peux quoi. Tu vois, c'est l'attrape-moi si tu peux de la finance. Donc, alors ton nom de code c'est Jomanix, on te retrouve sur Facebook, tu as la page Gilets jaunes Constituant 67. S'il y a des collègues qui sont bien motivés là sur Strasbourg, avec l'accent pour venir rejoindre la petite équipe qui est en train de se monter et qui monte vite, ils te contactent directement sur la page ou par Jomanix. On peut me contacter directement sur la page, plutôt faites-le via soit la page Constituant 67 en message, soit Jomanix en message. D'accord. Mais tu sais qu'il y aura des infiltrés, on sait, des acteurs de crise, on les a dans les zones, ceux qui essayent de nous infiltrer pour qu'on ne radicalise pas notre message. On est pacifique et bienveillant, mais on est très radicaux, on va à la racine des choses. On va à la racine et puis on n'a pas peur justement de parler de la racine. On n'a pas peur de parler des sujets qui fâchent. On n'a pas peur de parler de l'état de nécessité, on n'a pas peur de parler d'évasion fiscale, on n'a pas peur de parler d'officine. Ils ont l'air chauds les 67 là sur l'évasion fiscale, c'est énorme. On essaye, mais c'est une vérité et puis il faut arrêter de se mentir. Quoi. Donc on sait que le groupe va être approché par des policiers, des renseignements territoriaux. Les gars, comme il y a pas mal de gars célibataires, envoyez plutôt des nanas avec des beaux arguments. Voilà. Alors je vais même aller plus loin. Voilà, j'ai un message fraternel que je passe aux policiers, aux agents des renseignements. Moi j'ai envie de vous dire la dette de 2400 milliards, il me semble, qui augmente tous les jours, je crois, de 12 000 euros, je crois, c'est ça sur le non, c'est 2400 euros par seconde, je crois. 2400 euros par seconde. Donc moi, si on peut faire, t'as le téléphone, on va essayer de regarder la dette en temps réel. Moi j'ai envie de dire, ce serait peut-être pas une mauvaise idée qu'on utilise ces sous pour payer vos heures sup. Hein, moi franchement c'est une idée que je... Non, attends, Castaner leur doit rien. Il l'a dit, hein. Ouais. Bon, votre patron il vous doit rien, donc à mon avis les heures sup, vous allez vous asseoir dessus. Ouais, et puis justement, si vous voulez qu'on envisage un plan B pour essayer de récupérer le coco, les heures sup, essayez de nous rejoindre et soyez intelligents, bienveillants et pacifiques avec nous. Voilà. Et radical dans les exigences et dans la... Et radical dans le sens... Non, attends, arrête de bouger, excuse-moi. Allez à la source avec moi, allez à la source des choses avec moi, dans la bienveillance et surtout dans la vérité. Alors on est à 2386 milliards d'euros et je pense qu'à la fin on sera à la fin de l'interview on sera à 2387 milliards parce que là on est à 937. Ouais. Aggravé par l'article 123 du traité de Lisbonne. Voilà, et puis et la dette privée, et la dette privée. Et la dette privée, et la dette des collectivités, ça on n'en parle pas, mais là il y aura de la belle olive. Hein. C'est comment dire, c'est un truc en fait, c'est tellement grossier, et puis pour en revenir à cette Europe en fait qui fait tout justement pour que les gens s'éloignent en fait de ce qu'il leur est possible de faire pour justement dire stop, maintenant on en a marre de cette dette. On est en nécessité, il y a des gens qui se mettent en grève dans les hôpitaux, il y a des gens qui mettent fin à leur jour dans la fonction publique, qui n'arrivent plus, et pourtant qui sont dignes, qui bossent. Les agriculteurs. Et voilà, c'est l'Europe aussi, et là aussi pour éloigner tout ce petit monde, pour les éloigner de ce qui est possible de faire. Et ça, il faut le dénoncer aussi. Ça éloigne en fait les petites gens, et ça éloigne en fait les petites gens des recours possibles
pour que ce soit quelqu'un d'autre qui décide à leur place, des gens qui sont plus proches de ceux qui ont le pouvoir. Et puis ça maintenant, il faut avoir le courage de le dire et de le dénoncer, voilà, avec bienveillance et intelligence. Donc voilà. Et je complète l'appel de mon collègue Mishka pour dire que si vous êtes dans le domaine intellectuel, dans la recherche, dans la finance, que vous voulez témoigner, que vous voulez le faire en toute sécurité, en toute confidentialité. Parce que toi tu fais des reportages tête cachée. On fait des reportages, voilà, on fait des lives, on fait des discussions, des groupes de discussion, des groupes de travail pour proposer des solutions. Du tractage aussi. Du tractage également, toujours en bienveillance et en intelligence. Et en pacifisme. Et en pacifique. Donc voilà, contactez-moi et puis on va faire des choses intéressantes. Voilà, ça c'était le message d'un activiste local. Et l'appel concerne aussi et également bien sûr nos amis des forces de l'ordre et militaires, puisque ces gens-là sont aussi courageux, ils travaillent et il faut pas oublier que ces gens-là sont souvent aussi mis au pied du mur par la situation, par le boulot, par la nécessité. Et je veux qu'ils comprennent, qu'ils se rendent compte que ils peuvent aussi rester dans la bienveillance et dans la radicalité des choses, c'est-à-dire dire la vérité à la source et ne pas avoir peur de dire les vérités. Donc toi, tu es prêt à faire des interviews des gars, visage caché, d'accord. Il n'y a aucun problème et c'est même avec plaisir. D'accord. Parce que on dit qu'à Strasbourg, on est un peu, on n'aime pas trop, mais on aime aussi nous à Strasbourg la vérité et on est aussi courageux. Donc on va le reprouver. Ah oui. On va le prouver. Et puis voilà, courage. Soyons courageux. Soyons français, soyons des hommes, soyons courageux. Des hommes et des femmes courageux et courageuses. Merci citoyen. On va passer à Papa Wilson. Alors, juste par rapport à ça, tu voulais nous lire en face du Parlement, donc du gros symbolisme. Alors, tu vas être dans le champ de la caméra. Si tu veux pas que je prenne la tête, il va falloir que tu bouges. Voilà. Alors, les amis, on s'est penché un petit peu sur l'apport conceptuel au sein du groupe constituant, au sein aussi des Gilets jaunes, parce qu'il faut que ça profite à tout le monde, les amis. Donc, il a fallu qu'on écrive un manifeste politique pour faire comprendre nos idées et essayer de trouver une base qui servira à tout le monde. Donc, je vais vous lire ce qu'on a écrit. C'est super important parce que finalement, on arrive à identifier les choses, à identifier l'ennemi, à proposer des solutions et surtout avoir des axes de direction. On sait où on va. Citoyens gilets jaunes, nous avons décidé de ne plus nous laisser déposséder par ce système de valeurs, de pouvoir et de manipulation ultralibérale. Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons justice et reconnaissance pour nos anciens. Nous voulons un avenir serein pour nos enfants. Nous voulons vivre dans des communautés solidaires, participatives et écologiques qui respectent la nature et la vie. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. Nous ne serons plus des variables d'ajustement économique et électoral. Les Gilets jaunes sont l'avant-garde révolutionnaire du peuple français. Reprenons le pouvoir que nous avons délégué à ces représentants trop souvent corrompus qui se révèlent incapables de servir le bien commun. C'est au peuple français et à lui seul d'établir les règles de sa représentativité et d'exercer ses responsabilités en écrivant sa propre constitution. Nous ne laisserons plus nos représentants politiques l'écrire à leur avantage et à celui des puissants. Sans souveraineté monétaire intégrale, article 123 du traité de Lisbonne, il ne pourra y avoir de réelle démocratie directe viable. Ainsi, nous devons rendre à la Banque de France le monopole de la création monétaire nationale et la garder sous le contrôle permanent du peuple. Nous nous devons, dès maintenant, de rendre au quatrième pouvoir, presse, télévision, radio, institut de sondage, son indépendance en libérant ses entreprises de l'emprise oligarchique par l'instauration des coopératives de salariés associés. C'est ce qu'on a fait hier à BFM TV, avec l'évasion fiscale notamment. Aujourd'hui, mes amis, prenons l'engagement commun de continuer notre légitime et juste combat d'émancipation jusqu'à ce que nous,
le peuple, ayant repris notre destin en main. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d'enfumage et de récupération politicienne et syndicale. On le répète inlassablement depuis des jours. Les structures pyramidales, autoritaires et opaques des partis politiques et des syndicats ont trahi systématiquement, et cela depuis 50 ans, la cause du peuple. Ces structures font partie du problème et ne pourront donc pas contribuer à sa résolution tant qu'elles resteront sous ces formes d'organisation. Amis gilets jaunes, syndiqués et encartés, vous qui formez la base de ces syndicats et partis, il est temps d'y instaurer la démocratie directe et intégrale, la vraie. Il est temps que vous vous imposiez des mandats impératifs et des audits permanents des finances et du travail de vos représentants par des commissions tirées au sort parmi la base. Là, on est dans le concret, les amis. Vive la Constitution écrite par et pour le peuple français. Force et honneur, on ne lâche rien. Force et honneur. Ah ouh. Alors, t'en as un deuxième, hein, t'as une deuxième partie. Il y a une deuxième partie, parce que là, maintenant qu'on a brossé une généralité de ce qu'on souhaiterait, il y a l'ennemi. Qui est l'ennemi? C'est qui cette oligarchie? On va les définir, les amis. Donc là, première partie, on définit qui nous sommes. Qui nous sommes, nos aspirations les plus profondes, c'est-à-dire à une démocratie directe et viable, hein, viable dans le temps, et surtout avec une constitution solide écrite par les citoyens, et plus par l'oligarchie. Voilà. Et plus par les valets servis de l'oligarchie, ceux qui devraient la craindre, cette constitution, c'est-à-dire les politiciens, nos représentants politiques. Exactement. Et leurs valets serviles qui servent la soupe de l'idéologie des partis. Et juste pour revenir sur les mandats impératifs, là cet appel aux syndiqués et aux gars de la base, hein, des partis politiques et des syndicats, d'imposer des mandats impératifs. Les mandats impératifs, je crois que c'est l'article 27 de la Constitution actuelle, celle de 58, où il est dit que tous les mandats impératifs sont nuls. Et une seule fois dans l'histoire de la France, il y a eu en fonctionnement les mandats impératifs, c'était sous la Commune de Paris, où pendant 72 jours, ils ont réussi à gérer en temps de guerre, de pénurie et d'encerclement total, plus d'1 million de personnes, et ils fonctionnaient en mandat impératif. Où sont donc les chantres de la démocratie, entre guillemets, pour ne pas prôner justement les mandats impératifs, notamment dans les syndicats? Parce que tu fais une boulette, 5 minutes après, avec un mandat impératif, tu la feras pas une deuxième fois ta boulette. Tu es viré. On n'a pas besoin de faire un RIC, tu vois, pour ça. C'est dans ton mandat, tu es mandaté pour faire une mission. Si tu t'écartes de ta mission, bam, tu es viré. Toi, tu n'as pas besoin de mettre en place un RIC, parce que là, ça va être des mois et des mois pour mettre un RIC révocatoire en place. C'est l'intérêt des mandats impératifs. Donc les amis, je vous invite à vous pencher sur le système des mandats impératifs. Et quand on taquine un petit peu les sénateurs en face, dans le 6e là, à Paris, eux, le mandat impératif, ils en veulent surtout pas. Surtout pas. Bah, tout comme les propagandistes syndicalistes qui, eux, veulent rester de manière pyramidale et autoritaire. Ah bah Martinez, voilà. T'imagines, le Paon, pas la peine. Le Guigou, tout ça, en mandat impératif, les mecs, voilà, ils tiennent 5 minutes et encore. Laurent Berger, pareil, avec toutes les malversations financières. J'ai envie d'en profiter quelques secondes pour faire un appel fraternel et bienveillant aux médiatisés gilets jaunes, nos bons vieux médiatisés gilets jaunes, et leur demander tout simplement de parler de ces choses-là, par exemple, de se renseigner sur les mandats impératifs et de profiter de leur exposition médiatique et de leur écoute attentive des quelques centaines de milliers de gilets jaunes pour faire prendre conscience de ça aussi à ces gens et a fortiori, et par la force des choses, au maximum de monde, puisque aller dans la profondeur, en fait, aller dans la profondeur et aller vers la radicalité bienveillante et intelligente de la chose, à savoir la connaissance, puisque la prise de conscience passera par la connaissance. Merci. Et une évolution interne. Et une évolution intellectuelle, voilà, des consciences, une évolution des consciences tout simplement. On ne pourra pas arriver à une révolution externe, aussi pacifique soit-elle, sans une évolution interne dans une frange importante de la société, où les gilets jaunes, ça fait 8 mois qu'on est sur le terrain, où qu'on monte cette dynamique, cette respiration démocratique. Absolument, et moi j'ai la conviction intime que cet écart entre la volonté de se mobiliser ou pas viendra et rétrécira à force justement que le maximum de monde prendra conscience de ce genre de choses-là.
Et c'est pas seulement le mandat impératif, c'est l'état de nécessité par rapport à cette fameuse dette qui écrase tout le monde. C'est le rôle des institutions et de l'Europe telle qu'elle est actuellement, alors que des prix Nobel d'économie ont condamné l'Europe telle qu'elle est maintenant et qu'ils avaient déjà dit dès le départ que ça allait se casser la figure si d'abord en Europe c'est pas fait proprement au niveau politique, puis ensuite monétaire. Et moi, des chroniqueurs qui me font marrer parce qu'ils se permettent de dire qu'un prix Nobel, ça ne dispense pas de dire des conneries. Mais moi, j'ai envie de vous dire, bien sûr que si, un prix Nobel d'économie, ça dispense de dire des conneries en économie, jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes dispensé par contre de dire ce genre de conneries. Là, tu parles des élitocrates, d'un monsieur avec une écharpe rouge, hein, c'est ça? Et puis, entre autres, Emmanuel Le Chypre. Entre autres, Rapati aussi, mais bon, après, pour ne citer que lui, maintenant... Voilà, c'est important de prendre conscience de ça et je vous le dis fraternellement, amis gilets jaunes médiatiques, parlez de ça, conscientiser vous-même. Montez le niveau. Et montez le niveau et puis la prise de conscience, vous verrez, elle va être plus virale et on gagnera tous ensemble, parce que je dis nous, on gagnera les cœurs plus fort et plus vite comme ça. Merci citoyen. Merci. Alors, Papa Wilson va nous faire une seconde lecture. Là, clairement, avec tout ce qu'on a dit, ça fait 7 mois que nous pensons et nous constatons qu'une oligarchie plutocratique, clairement plutocratique, gouverne ce pays depuis l'après-guerre. Avec notamment l'apparition d'une synarchie entre deux guerres, de collaboration, et qui après a continué malgré les bonnes avancées du Conseil national de la résistance. Et donc ce qui est frappant, c'est que tout ça, évidemment, ça a été aidé par la construction de l'Union européenne, bien entendu, et aussi en ramification avec une oligarchie mondialiste, qu'on appelle l'hyperclasse mondialiste. Si on a un œil marxiste de la chose, on voit bien qu'il y a une hyperclasse qui se dessine dans le monde, avec des Soros, des Bannon, des oligarques russes, chinois, américains. Je veux dire, là, il n'y a clairement plus de frontières pour l'oligarchie. Il n'y a pas de siège, tu vois, précis. C'est partout. Hein, libre circulation des capitaux, des travailleurs et des travailleurs détachés, enfin de tout ça, quoi. Tout à fait. Donc voici notre ennemi. Qui est-il? À la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Donc le Siècle, la Trilatérale, le CFR, le Club Bilderberg, la French American Foundation et maintenant la French China Foundation, c'est nouveau, on vient de l'apprendre. Donc il y en a pour tout le monde. Tu as de la data sur cette French China Connection, hein, Foundation? Il n'y a pas encore assez de data, mais on vient d'apprendre que quelques députés actuels en ont fait partie. Oh. Donc on va trouver, on va faire un petit... C'est-à-dire que quand c'est pas Trump, on va chez Xi Jinping. Hein, et puis bientôt, on aura aussi... Ah oui, il y a la French British Foundation aussi, pardon, excusez-moi. Ça c'est pour la City, ça, hein? Ça quand on veut rester à la City, ça. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Et là, c'est important, les amis, parce que c'est sur ces 4 piliers que nous, les constituants, on se concentre pour combattre l'ennemi avec, bien entendu, une stratégie qui nous est propre. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. On le répète inlassablement que c'est le cœur du problème. Une aberration. Une aberration, clairement. Le cœur nucléaire du problème. Une aberration qu'un peuple soit dépossédé d'un outil de politique économique aussi important et capital que la monnaie. Messieurs, dames, pour vous rappeler les choses, les États-Unis disposent de la réserve fédérale, puisque la Fed a le pouvoir tout puissant sur la planche à billets. Pour vous rappeler aussi que effectivement d'autres pays et d'autres États comme par exemple le Canada ont la main mise sur leur banque centrale, et toutes les entités, tous les pays qui sont dans le même cas arrivent à gérer justement grâce à la puissance de cet outil. Le Japon, la Russie, la Chine, etc. Russie. Et donc vraiment, j'ai vraiment envie d'appuyer sur ce fait qui est vraiment une aberration. Alors il faut voir que les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, eux ils sont francs CFA. Francs CFA, c'est Chamalières pour les billets et Bordeaux, à côté de Bordeaux pour les pièces. Et eux, ils sont en monnaie coloniale.
ils sont en monnaie coloniale. Et l'affaire, donc... Ben là, j'ai envie de dire que c'est le comble. C'est le comble parce que la France, qui n'a plus sa souveraineté monétaire, garde la souveraineté monétaire d'autres pays et qui les empêche. Alors, il y a une explication complexe effectivement à fournir par rapport à ça, mais il y a évidemment d'une certaine manière une mainmise qui est faite pour contrôler d'une certaine manière le développement de ces pays. Et les maintenir dans la pauvreté comme des marchés captifs pour leur exporter à cause de leur monnaie surévaluée des biens et services qui viennent d'Europe, et puis les maintenir dans la pauvreté de telle sorte que leurs forces vives, au lieu de rester au pays et de rester en famille, pouvoir s'épanouir et développer le pays, se retrouvent à risquer leur vie à travers le Sahara puis la Méditerranée. On voit ce qui se passe en Libye, etc., en Italie, etc., pour que finalement cette richesse, toute cette intelligence, toute cette énergie de tous ces hommes qui devraient rester au pays pour construire le pays. Ils sont forcés de prendre la mer. Ils se retrouvent à risquer leur vie, ce nouvel esclavage, pour être finalement travailleurs détachés ou travailler au noir chez Vinci. Voilà, ou ailleurs. Chez les grands humanistes que sont Vinci, on t'en parlait la dernière fois avec le Qatar. Ou dans des cuisines, etc., travailler au noir, faire du dumping social et bousiller de par là même le prolétariat en Europe. Et là, on peut se rappeler le discours de Montigny-les-Cormeilles de 81 de Georges Marchais, le communiste à l'ancienne, le communiste social, pas le communiste sociétal. Et donc il disait, voilà, il faut faire attention, c'est un danger, ce dumping social de faire arriver des masses de travailleurs qui vont accepter des conditions de travail dégueulasses, les heures sup pas payées, etc. Tout ça pour survivre et donc finalement concurrencer les travailleurs locaux. Qui va concurrencer les travailleurs locaux et qui va donc faire un effet de mise en concurrence sur les salaires, etc. et les conditions de travail qui est évidemment nuisible pour tout le monde. Comme le mini-SMIC en Allemagne qui est en train de sortir. Comme le mini-SMIC en Allemagne. Et ça a pour conséquence en fait de baisser à tous les niveaux et les salaires et le pouvoir de négociation des salariés, puisque quand vous élargissez le marché du travail à un maximum de monde, vous faites un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que celui qui propose le travail, il a l'embarras du choix et il a le pouvoir de décision sur ce qu'il peut proposer ou pas. Et ça, c'est intéressant que tu soulignes ça parce que nos amis, et je dis bien nos amis de la France Insoumise et du NPA qui sont toujours à essayer de trouver des causes à défendre, etc. Ça, ils n'en parlent pas, surtout pas. Ce dumping social, etc. Cette misère qui est entretenue et qui est financée derrière par Total, Areva en Afrique, voire Soros, pour faciliter les passages, ça ils n'en parlent pas. Ça apparemment, peut-être parce qu'ils sont peut-être aussi financés par Soros. Complices du grand capital, j'ai envie de dire. Ça c'est de la trahison de la base ouvrière. Ils sont complices du grand capital. Ouais. Voilà, on préserve le grand capital parce que évidemment ils veulent trouver des causes qui ne sont absolument pas sociales pour se donner bonne conscience. Simplement, quand on gratte le fond, on l'a bien vu dans nos actions constituantes, quand on est tombé sur, comment qu'elle s'appelait, la députée de France Insoumise devant l'Assemblée nationale. Mathilde Panot. On a parlé création monétaire, souveraineté monétaire, ça y est. Elle a bugué. Il fallait tout négocier. Ils étaient dans la négociation perpétuelle. Et donc, la négociation perpétuelle, c'est de la compromission et donc finalement de la trahison du peuple. Se compromettre à l'oligarchie, c'est inadmissible. Normalement, dans ces programmes-là, tu vois, on aurait été à Cuba ou au Venezuela avec un Chavez ou un Castro, il n'y aura pas de compromission comme ça. Il n'y aurait pas de compromission. Là, c'est autre chose. Donc, on revient les amis au deuxième pilier, parce que c'est ce qu'on parle depuis un moment. Alors le pilier de la domination des institutions financières oligarchiques, de qui est l'ennemi, voilà. Une dette, deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Mais oui les amis, parce que là, on ne fait que payer les intérêts de la dette. La dette en elle-même, on ne peut pas techniquement la rembourser. Et où va-t-on? C'est la question qu'on doit se poser. Où va-t-on? On ne peut pas la rembourser. Donc voilà. Et ce qui est terrible dedans,
c'est qu'elle est illégitime parce que On va regarder, excuse-moi, on va regarder où est-ce qu'on en est au niveau de la dette. On l'a fait au tout début de l'interview. On a regardé la dette, c'était dette-publique.fr, hein, c'est ça le site? Compteur, il y a compteur.net aussi. Il y a, Compteur dette publique. Voilà, il y a dette-publique.com.fr, il y a un peu de tout. Et on va voir où est-ce qu'on en est, parce que ça continue à défiler. C'est quoi, 38 000 euros? 2400 milliards à peu près environ. 2300 euros par seconde. Environ. Et là, par personne, on est à 38 000 euros? Je crois 240 000 euros par jour en France. Et par personne 38 000 euros dette à naissance. Donc pour tes gamins... Gamin et gamette, 38 000 euros de dette. Voilà. Direct. Les étrennes. Les étrennes, voilà. C'est le Noël avant l'heure. Voilà, là on en est où là? Eh ben ouais, ça avance hein. Et ça, c'est pas un fantasme les amis, ce sont des faits, on vous les montre, on vous donne les sources. Chaque seconde, 2800 euros. Puisque j'ai vu un moment le chiffre, ça s'était arrêté à 70 000. Alors, et après ça a fait 72 800. Donc tu as pour 2800 euros par jour. Et alors, ce qu'il faut dire aussi que, bien entendu, à tous ceux qui nous disent que la dette elle est fictive, oui, elle est fictive parce que l'argent qui est là, que vous voyez en circulation, 95% est issu à partir de rien. On a simplement 5% de monnaie fiduciaire en circulation. Et 95%, c'est apparition avec un petit coup de crayon. Hop, crédit, allez hop. Ouais, mais alors Baraque, le problème, c'est que c'est dette. créé à partir de rien, on veut bien au niveau des banques commerciales, mais par contre, les intérêts, il faut les cracher. Là, il faut les cracher, mais c'est à partir de quelque chose. Là, c'est à partir de notre travail, les gars. C'est notre travail, voilà. Donc, pour rappel, 42 milliards d'intérêts. 42,100 milliards d'intérêts pour 2018. 42 43 milliards d'euros pour 2018, rien qu'en intérêt de la dette avec vos impôts, les amis, avec nos impôts. Donc à un moment donné, il faut y réfléchir à ça aussi. Et là, ça a un impact. Là, c'est intéressant parce que du coup, j'ai envie de moi d'intervenir. Pourquoi? Parce que si on prend acte de ces données, juste cette donnée-là de la dette, si on conjugue ça avec une volonté permanente de faire payer de moins en moins les ultra riches, puisque effectivement, on baisse l'impôt sur la fortune, on enlève complètement l'impôt sur la fortune pour la remplacer par l'impôt sur les fortunes immobilières. On taxe de plus en plus, en ratissant le plus large possible, le bon peuple, le travailleur, celui qui fait de son mieux pour produire de la richesse et derrière qui va être lui taxé pour justement rembourser cette dette qui augmente de plus en plus. Il faut se poser la question, mes amis, de où est-ce qu'on va? Est-ce que on se dirige vers... Comme la Grèce. Voilà. Est-ce qu'on se dirige vers la Grèce? Est-ce que ça va se résoudre tout seul par un coup de baguette magique? Je ne crois pas, les amis, et je pense que vous partagez mon point de vue. Donc là, il faut, quand on conjugue tout ça, quand on conjugue une augmentation permanente de la charge de dette dont la France est chargée donc sur ses épaules comme un bourricot, et qu'on remarque en plus l'État en fait diminue de plus en plus ses ressources, puisque il faut dissocier en fait l'État comme entité au service du bien commun et les oligarques qui mettent en place des solutions pour diminuer les ressources fiscales les plus optimales, donc notamment celles qui ciblent les ultra riches, les multinationales, etc. Regarde, Starbucks ne paye pas d'impôts en France. Starbucks ne paye pas d'impôts en France. Pour ne citer que Facebook, voilà, maintenant là, je vais être un peu titilleux. Je vais un peu titiller Facebook, même si on est un petit peu en live sur leur plateforme. Mais pour rappel, ils se sont rencontrés avec notre dirigeant récemment pour se mettre d'accord. Laurent Soli, le PDG de Facebook France, qui dîne au siècle. Pour se mettre d'accord sur la collaboration, notamment sur les publications. Mais pour rappel, je me permettrai de rappeler qu'ils ont échappé, avec Google d'ailleurs, au fameux redressement fiscal, puisque ça a débouché sur un non-lieu. On l'a appris récemment, notamment pour Google, qui a esquivé 2 milliards de redressement. Alors comment est-ce qu'on fait? Dites-moi comment est-ce qu'on rembourse 2800 € de dette par seconde? Et moi, je vous dirai comment des multinationales qui se font de la thune sur notre utilisation des réseaux sociaux, sur les publicités qui se font sur notre dos, nous, Français, utilisateurs de Google, utilisateurs de Facebook. Et moi, je vous dirai comment les faire cracher, eux, un impôt qui est juste. Voilà, merci.
Oh Du soutien sur Strasbourg, ça fait toujours plaisir. Bah oui les amis, voilà, tout est dit. Il y a un moment donné, cette dette-là, ni vous ni moi ne pourrons la payer techniquement. Il faut l'annuler. Juste une petite aparté, il semblerait que, il faut vérifier les sources, mais que le PDG actuel de Facebook Laurent Soli est un ancien de TF1, et c'est avant TF1, il était très très proche de Nicolas Sarkozy, et qu'il est rentré en fait à Facebook à un moment où il y avait une pression fiscale, où le fisc commençait à se rapprocher du Facebook. Le but c'était de réduire, d'optimiser la fiscalité. Et donc apparemment il serait rentré comme PDG de Facebook France, maintenant c'est Facebook France, Italie et Espagne. Et puis là tous les problèmes de Facebook se sont évanouis. Les problèmes fiscaux de Facebook se sont évanouis et il faut savoir que tout ça c'est un petit milieu puisque sa deuxième épouse apparemment est encore une journaliste qui a travaillé sur différentes chaînes et qui travaille sur France 5. Voilà. Et donc après, forcément, on s'étonne que les journalistes ont une approche biaisée des Gilets jaunes. Bah forcément, hein, quand ils sont à la fois juges et partis, ça ne nous étonne pas. Alors, vous pouvez chercher sur Wikipédia. On nous a dit que tout allait bien. Hein. Tout allait bien. La démocratie bat son plein. Vous pouvez chercher sur Wikipédia, cette brave dame, elle travaille dans C'est dans l'air, voilà, sur France 5. Et Yves Calvi. Oui, avec Yves Calvi, voilà. Et on ne s'étonne pas que Yves Calvi, finalement, ait une approche très critique sur cette respiration démocratique que nous, Gilets jaunes, avons porté depuis 8 mois et continuons à porter. Donc voilà, ces collusions entre le business, la politique et puis les médias. Voilà, l'intérêt de Facebook, c'était simplement de prendre un énarque qui avait ses entrées dans l'establishment politique et qui était passé par TF1. Et donc voilà, mais c'est le cadre, c'est la Constitution qui permet ça. C'est la loi au-dessus des lois. En Europe, c'est omniprésent. En Europe, on imagine la cohorte de lobbyistes qui doivent tourner autour de ici, mais je pense plus au niveau de la Commission européenne. Les parlementaires, les multicasquettes. Les deux. Hein. Voilà, alors, est-ce que tu pourrais continuer là, j'ai peur de manquer un peu de batterie. D'accord, alors le troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries du divertissement, on pense tout ça à Hanouna, des instituts de sondage, Roberts, et de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale. Ces entités travaillant la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité, le libéral libertaire, que Michel Clouscar a très très bien décrit. Cohn-Bendit. Voilà. Tout ça les amis, c'est que le formatage de l'opinion publique, ça fait plus de 7 mois que vous voyez, on harcèle continuellement les médias. Vous voyez bien qu'ils sont détenus par à peu près entre 9 et 10 milliardaires. Ce sont des bandes de petits coquins et copains. Dont Brut, hein, c'est ça, le média Brut. Alors Brut a été financé par Xavier Niel. D'accord. Et Loopsider, c'est... J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Mais comme disait Napoléon, la main qui donne est au-dessus. C'est Bank of America, Bernard Mourad. D'accord. Bernard Mourad, Bank of America, Loopsider, magnifique. Comme disait Napoléon, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. C'est ça. Quelle objectivité pour Loopsider et Brut quand ils vont recevoir des directives de leur patron, ça pue un peu la pisse quand même là, au niveau indépendance. Hein. Et ils travaillent à perte. C'est financé à perte et c'est travaillé à perte. Ce qui veut dire qu'en fait, dans la logique capitaliste, ce qui est étrange, néolibéral, c'est que normalement quelqu'un de sensé dans le monde capitaliste veut faire du profit, maximiser ses profits. Avec les médias, c'est pas possible, vous achetez à perte. Donc quel intérêt pour ces milliardaires d'acheter des médias à perte? Formater l'opinion publique. Voilà. Vous avez la réponse, les amis. C'est pas du complotisme, c'est des faits. On est factuel, nous. Hein. C'est comme Rudi Reichstadt qui est payé par David de Rothschild. Voilà. Pour mener l'observatoire du conspirationnisme. D'ailleurs, Rudi Reichstadt, on attend toujours que tu nous donnes une définition précise du conspirationnisme, du confusionnisme, du complotisme. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a de toute façon là, tout en une série dans East, voilà. On attend toujours ce débat, Rudy. Alors juste pour compléter ce que tu viens de dire, au niveau des instituts de sondage, on avait fait plusieurs lives là-dessus. On avait même retrouvé, c'était quoi, Paul Robert, comment il s'appelait l'américain? Oui, Paul Robert. Alors je sais plus c'est le prénom, mais c'est Roberts, le ancien de la CIA, qu'on retrouve dans les actionnaires de l'Institut BVA.
ou Sofres, enfin bref. Oui, voilà, ça a été racheté par... On avait fait les lives là-dessus. Il faut savoir que ils sont pas du tout indépendants et transparents, ces instituts de sondage, parce que ça participe à la fabrication de l'opinion publique. Certains appartiennent à Bolloré. Et ces instituts de sondage, finalement, appartiennent aux mêmes que les médias. Ça fait partie de leur façon de contrôler le bon peuple qui, lui, sue pour payer, les impôts. Au nom de la société du spectacle, comme le dit Guy Debord, au nom du bien fondé de la démocratie, des droits de l'homme, toujours, c'est ça qui est marrant avec eux, c'est qu'ils avancent toujours avec des grandes valeurs qui vont calmer tout de suite des millions de consommateurs. Si tu me parles des droits de l'homme et du citoyen, les droits de l'homme, les hommes c'est eux, les citoyens, les cons c'est nous. C'est ça. Et encore citoyens, ça dépend. Tu te souviens du patron des Républicains qu'on avait, Monsieur Wauquiez, qu'on avait trouvé et on lui avait fait coucou à son restaurant au moment où il était en train de prendre le dessert. Il voulait pas qu'on appelle citoyen. Il voulait pas. Il nous a même arraché le téléphone des mains. Il voulait pas. Parce que lui c'est un homme. Lui c'est un homme, c'est pas un citoyen, tu vois. Mais Monsieur Wauquiez connaît bien le petit milieu de Monsieur Goldstein. Il va falloir qu'on reviendra sur ces dates. Il y a du croustillant ou pas? Il y a du croustillant. Okay. Toute une troupe de petits coquins. Alors c'est la République des copains et des coquins. Des copains et des coquins. Pour faire une parenthèse, les instituts de sondage sont aussi un des outils les plus importants pour surtout laisser les gens qui ne sont pas gilets jaunes, qui bossent et qui sont fatigués le soir et qui veulent pas se prendre de chou, donc qui veulent une légèreté et tout ça, pour leur dire qu'effectivement tout va bien, la cote de ceux qui sont au pouvoir augmente ou est stable. Parce que les instituts de sondage là leur appartiennent. C'est ça, exactement. Forcément. Et c'est un outil qui est effectivement majeur et extrêmement puissant pour justement maintenir ces gens-là dans la colonne vertébrale du système. C'est la propagande, c'est la propagande sur Hitler, c'est la même chose. Parce que sans propagande, l'oligarchie ne peut pas avancer, ne peut pas se maintenir au pouvoir. Absolument. Il faut absolument qu'on maintienne l'ordre propagandiste sur les moutons. Sont concernés par ces instituts de sondage. Mais bien sûr. C'est un des gros outils qui bien sûr. On voit bien les chiffres bidonnés à chaque fois sur les manifs gilets jaunes. Tous les samedis, voilà, clairement, on voit bien que ça n'a plus aucun sens. On apprend que 5000 gilets jaunes sont sur Paris, alors qu'on sait très bien qu'on a le quadruple, au minimum. Au minimum, il y en a le quadruple. Donc voilà. Alors, on avance un petit peu, on était au troisième point de la domination oligarchique. Alors, le troisième pilier, ça c'est fait. Maintenant, le quatrième pilier, maintenant qu'on est passé par les médias, le quatrième pilier, c'est à mon avis le plus important, c'est l'outil du changement. C'est l'outil de la transition, les amis. C'est ça qui va faire que des millions de Français vont se responsabiliser tous ensemble pour changer les choses. Parce qu'il est hors de question, les amis, que les Françaises et les Françaises qui constituent ce pays, se sabordent ou esquivent la responsabilité qui leur incombe, qui nous incombe à tous. C'est-à-dire, nous avons une responsabilité commune devant nos enfants de réécrire la Constitution. Donc, quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre. Nos représentants politiques. Voilà. Donc c'est avec les mandats impératifs. Alors, le tirage au sort, il y a énormément de choses. On pourrait digresser dessus. Tu vois, il y a beaucoup de choses à dire. Il suffit de suivre un peu ce qu'a fait Étienne Chouard sur les commissions tirées au sort, sur les ateliers constituants. Voilà. Regarde une petite maison de collabo. Directement. Donc à mon avis, le gars, c'est pas un charbonneur. Hein. C'est la maison la plus proche. Alors là, c'est marrant parce que regardez, il y a une belle maison à côté, hein, c'est complètement taquin. Il y a une belle maison avec un petit drapeau européen et c'est tellement bien placé à côté du Parlement qu'on peut imaginer qu'effectivement, c'est pas un gars qui bosse dans le bâtiment ou bref. Voilà. Je pense pas que ce soit Juncker qui habite ici. Non, mais vu comment c'est bien placé, à mon avis, c'est quelqu'un qui... Voilà. Juncker est un symbole de démocratie, de paix, de liberté, de légèreté. Voilà, il y en a un qui collabore, il assume. Exactement. Donc les amis, voilà, la Constitution, on est clair. Sans réécriture de la Constitution, qui déterminera nos futures institutions. Alors pour en arriver à la Constitution, les amis, il faut un gouvernement de transition qui sera plébiscité par le peuple. Et ce gouvernement de transition sera contrôlé évidemment par nous. Et quand je dis nous, c'est évidemment le peuple dans son ensemble. Et on procédera à la réécriture de la Constitution. Alors il y a plusieurs possibilités. Par les communes. On peut passer par les communes. On peut imaginer que des milliers de municipalités organisent l'écriture de cette Constitution. Voilà, dépouillent les travaux. Et
que ces travaux-là, après, on en fait une synthèse et on écrit cette constitution par des juristes qu'on aura sélectionnés. Alors, bon, voilà. D'où l'importance des municipales de l'objectif 2020. Évidemment, pas dans le sens politique de la Politicienne, hein. Politicienne de la 5e République, on va les voter comme des moutons. Non, 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 non. C'est, nous proposerons des axes, nous proposerons des revendications claires, nous proposerons des exigences, des exigences auprès des maires qui le désireront. Une méthodologie pour les aider à avancer vers la sécession. Parce que le but, c'est que les communes fassent sécession. Sécession du pays réel, voilà. Et puis finalement, assécher la bête, quoi. Ça marche avec les monnaies locales aussi, hein, par rapport au pognon et par rapport aux politiques avec les municipales. Là, il y a quand même deux axes à réfléchir. À la fois assécher la bête, le pognon, le veau d'or, hein, en faisant circuler de la monnaie locale au niveau local pour garder de la liquidité malgré la crise, malgré la merde économique qui va arriver dans le ventilo. Et puis aussi, soit nous, certains gilets jaunes, passer en politique. Nous, ça nous tente pas, on sait que c'est dégueulasse la politique, mais bon, il y en a des gilets jaunes qui veulent s'investir au niveau de la politique locale. Bon, ils font c'est un risque à prendre. Bon, s'ils veulent conserver leur éthique et leur morale. Après, voilà, c'est non, mais dans les petites villes, les petites communes, il y a aussi des maires qui font des choses extraordinaires. Hein. Les municipales pour des villages de 500 habitants, bien évidemment qu'il faut rentrer en politique, ça n'a rien à voir avec le système républicain des coquins et des copains. Là, il s'agit vraiment des gens locaux qui se connaissent depuis des années. À l'échelle humaine, etc. C'est à l'échelle humaine. C'est l'échelle humaine. Voilà, c'est à l'échelle humaine. Et puis là, ils sont déjà dans des circuits courts, voilà, clairement. Donc, ils sont déjà dans des alternatives locales. Alors, mais aussi, on pourra faire pression sur des politiciens actuels, bien établis. Tu vois, le maire qui ne veut pas lâcher son gâteau. Sur Monsieur Dupont-Aignan, sur tu vois, le maire classique, député maire classique. Les fiefs. Tu vois, voilà, les fiefs, exactement. C'est des fiefs. C'est les fiefs historiques. Ou alors, allez sur les maires. Alors, on va pas sur les grosses villes, Créteil, Paris, tout ça, c'est mort. Mais sur des villes moyennes ou petites, soit faire pression sur les maires actuels, ou soit en leur disant, ça c'est les revendications gilets jaunes, incluez-les dans votre programme, et puis on va faire un live pour valider où vous vous engagez. Vous vous engagez, vous gardez le reste de votre programme, mais le programme gilets jaunes, vous l'incluez dans votre programme. Et on fait un live pour valider tout ça devant le peuple. Tu vois, transparence, horizontalité. Ou alors, si vous n'acceptez pas, on va proposer ça, vous avez 48 heures. Nous, on va les proposer ça à la liste d'opposition. Eux, ils vont se régaler. Hein. C'est une liste d'opposition, ce qu'ils veulent, c'est arriver à la mairie. Voilà. Très important, puisqu'on est toujours dans le domaine constitutionnel, il est important aussi de réunir les ressources humaines nécessaires pour arriver à ce travail-là avant qu'un gouvernement de transition apparaisse, avant tout ça. Il faut dès maintenant, les amis, si vous êtes juriste, si vous êtes constitutionnaliste, n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on puisse travailler sur ces questions-là, nous qui sommes débutants. Voilà, il faut bien à un moment donné qu'on se forme aussi. Donc on a besoin de vous, juristes, étudiants en droit ou avocats. Si vous connaissez le droit, si vous avez une approche constitutionnaliste, n'hésitez pas à nous contacter. Monter des équipes dans toutes les régions, des groupes de travail avec des juristes, avec des spécialistes du droit constitutionnel notamment. Et faites ça parce qu'aujourd'hui le pays en a besoin, le bien commun en a besoin. Et je vais même m'aventurer sur une petite analogie tout à l'heure quand tu parlais du capitalisme et de ce qui se passe en fait quand une cellule cancéreuse, comment on fait pour la soigner, on la met à la diète. Et quand tu parlais de finance tout à l'heure, pour résoudre le problème de la finance et du capitalisme qui devient incontrôlable, la solution c'est de remettre en place une économie à l'échelle humaine pour justement effectivement éviter qu'il y a des crises systémiques qui soient mises en place, qui se développent, etc. Donc deux axes de travail. Évidemment, on est là pour dénoncer, on est là pour informer, on est là pour essayer de donner des briques de raisonnement pour sortir de cette crise à notre humble niveau. Nous, on n'est pas des pros, on arrête de bosser, on arrête tout pour se consacrer à la tâche et au bien commun. Ce matin, Wilson, il est parti à 4h30 de la maison. Voilà, hein. C'est ça, on dort 2-3 heures par nuit et puis il faut récupérer après. Et croyez-nous, mais ça... il y a un moment donné, voilà, on a mis une croix sur une partie de notre vie de famille, on a mis une croix sur nos travails respectifs. Beaucoup d'entre nous, on est au chômage, on n'a pas forcément d'activité, de temps en temps un peu d'intérim à droite et à gauche. Il y a un moment donné, voilà, tout ça, ça devient épuisant.
Alors, je vous dis ça, c'est pas qu'on s'en plaint, pas du tout. On l'assume totalement, on a voulu cette vie-là. Mais c'est un investissement. Et ça passe par un sacrifice, les amis. Ne croyez pas que le pays va changer comme ça par un coup de baguette magique. Ça va passer par des pleurs, par de la souffrance, ça va passer par des gouttes de sueur, ça va passer pour certains malheureusement par des peines de prison, pour d'autres par des ennuis judiciaires avec des amendes, des rappels à la loi, pour d'autres c'est de la fatigue, des maladies. Enfin, il y a un moment donné, oui, bah, c'est par tout ça, c'est par tout ce mouvement interne, tu vois, qu'on va pouvoir changer les choses. Et donc là, C'est une évidence. de façon très pratique, il y a deux axes de travail. Il y a l'axe des municipales, préparer les municipales, donc approcher le maire actuel, son équipe, le conseil municipal, les listes d'opposition, voir quelles sont les personnes qui sont déjà favorables aux gilets jaunes, et puis monter des équipes en local, comme on dit, bande de glands et d'enculés, mais bon, c'est pour ceux qui restent devant le canapé. C'est ceux qui sont sur le canapé, qui sont gilets jaunes de canapé, qui font ni les manifs, ni les OP, ni les ronds-points. Et puis l'autre axe, c'est les monnaies locales. Renseignez-vous sur les monnaies locales. Les monnaies locales, c'est un moyen d'assécher la bête et de conserver des liquidités pour les entreprises locales, les petits producteurs locaux, les petits artisans, etc. Ils ont un peu essayé, je crois, en Italie. Il y a plein de choses à faire. En Suisse, ça marche. Et par rapport à la crise de 29, ils avaient déployé des systèmes en Suisse. Aux États-Unis, ils avaient fait aussi des choses. En France, il y a 70 monnaies locales qui fonctionnent déjà, dont la célèbre monnaie locale du Pays Basque, le SCO. Et il y a 70 autres projets qui sont dans les cartons. Donc ça, pêche, la racine aussi. Ça, c'est pêche, c'est 93 et Paris, avec une monnaie pour Paris. 91. La racine, c'est 91. Et l'intérêt, c'est que c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde parce que se renseigner sur la monnaie locale ou créer une assoce, se rapprocher d'une assoce de monnaie locale, c'est extrêmement puissant comme démarche pour changer les choses tout de suite et en local. Donc vous ne nous dites pas on peut rien faire, il n'y a rien à faire si, premièrement, approchez les municipalités, testez par rapport à leur soutien aux gilets jaunes. D'ailleurs, montrer un exemple, là je l'ai là. Vous voyez, il y a même des mairies dans le 91. Alors c'est les Molières. Les Molières dans le 91 à côté de Limours, vous voyez. Ils nous ont donné ça, donc une constitution municipale. Alors bon, qui respecte évidemment le code général des collectivités territoriales, mais avec création de comités citoyens, consultation. Et voilà, là on est dans la démocratie locale et directe. Alors ça reste consultatif parce que sinon ça serait illégal, et ça bien serait sûr. de la sécession. Mais c'est déjà ça les amis, c'est déjà ça. Et ils ont fait Ça un existe RIC déjà. en local. Un RIC Et ça en local, c'est les Molières. Et je sais qu'ils soutiennent aussi la monnaie locale qui est la racine. Donc c'est les Molières hein, dans l'Essonne. Il y a aussi à Lompont la municipalité, l'équipe de la municipalité qui met pour les projets d'urbanisme à contribution les citoyens et au lieu d'être entre municipalité et experts, c'est municipalité, experts et riverains. Et chacun doit valider le projet. Donc ça existe cette dynamique, à vous de faire les recherches en local, à vous de vous autonomiser par rapport à ça. Wilson, j'aimerais bien que, là je vais avoir un problème de batterie, qu'on finisse la deuxième partie du manifeste. Alors, donc, à la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Malheureusement, même dans le domaine de la vie. Ce totalitarisme financier, nous on parle même de fascisme financier, et mondialisé, est l'ennemi des gilets jaunes. Voilà, c'est lui le véritable ennemi en premier, avec ses lobbies, ses ramifications, ses loges. Voilà, c'est le totalitarisme financier, avant tout, et mondialisé, qui n'a plus de frontières. Des Français et de tous les peuples souverains de la Terre. Le Venezuela, on sait quelque chose, Cuba, on sait quelque chose, le Burkina Faso, etc. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. L'histoire, en fait, la pensée unique. La bien-pensance, la pensée unique, et puis aussi toute l'histoire des lobbies et du communautarisme. C'est-à-dire se mettre en victime, tous ces lobbies, ce communautarisme qui est mis en avant pour diviser le peuple, car un peuple divisé est manipulable. Exactement. Un peuple uni est invincible.
Et pendant ce temps-là, le fascisme financier continue sa course folle puisqu'il nous entraîne visiblement vers une crise économique, les amis. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Et oui, malheureusement, il faut le reconnaître. Au-delà de ces valets serviles et ces idiots utiles, voilà, on en parle depuis un moment, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Donc on est tous responsables de la situation actuelle et donc il faut se responsabiliser. Il faut pour sortir les doigts, les gars. Voilà. Sortez-vous les doigts. Aussi pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, il ne faut pas les oublier, pour l'avenir de nos enfants, c'est aussi pour eux qu'on se bat, et pour la sauvegarde de notre planète, parce que c'est mondial, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, parce que c'est démesuré en termes d'échelle, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave. Voilà, l'histoire et nos enfants, nous jugerons. Vous jugerons et nous jugerons. Force et honneur. Force et honneur et on ne lâche rien. On ne lâche rien. Alors on va jeter juste un petit coup d'œil sur la dette. Alors on est où là? Combien? Oh, on a dû prendre cher. Je vois pas, c'est tout trop. Bah, à la fin de la journée, on sera à 240 000 euros. Hein. Tu veux 240 000 euros. tu veux dire qu'on va atteindre les 2400 milliards? Oui, bien sûr, bien entendu, on va les atteindre, dans pas longtemps. Là. Voilà. On les atteindra à la fin de la journée, ouais, les 2400 milliards, ouais, à ce rythme. C'est dingue, c'est dingue. Donc là, on est à 2205 et 24 770 juste après. Donc la seconde d'après, on est passé de 2205 à 24 700. C'est-à-dire qu'on a mangé plus de 2700 euros en une seconde. C'est ça. De dette. Voilà les amis, c'était les Gilets jaunes constituant 91, 94 et 67 au pied voilà, du Mordor, non, du Parlement de Strasbourg, la chambre d'enregistrement de la commission de Bruxelles. Voilà, donc ça c'est une vaste fumisterie, à nos frais bien sûr, aux frais du contribuable, et cette vaste fumisterie ne fait qu'enregistrer les décisions qui sont prises à Bruxelles, à la Commission européenne, et là c'est absolument pas démocratique. Et on sait qu'à Bruxelles, il y a à peu près 30 000 lobbyistes qui tournent autour de Bruxelles pour faire passer leurs lois. De Monsanto, de Bayer, des grandes multinationales européennes, américaines, etc. En passant par les pharmacies. Voilà, le lobby pharmaceutique, Sanofi Aventis. D'ailleurs, Agnès Buzyn, elle en connaît un rayon là-dessus. Hein, notre Agnès nationale. Agnès Buzyn, on n'a pas oublié pour Vincent Lambert. Voilà. Voilà, les amis, force et honneur. C'est important, ce petit slogan qu'on n'arrête pas de répéter. Force et honneur, parce que de la force, il en faut. De l'honneur aussi. La dignité aussi. On se responsabilise tous en fait. Soyons dignes en fait. Soyons exemplaires, soyons dignes. On est dans un pays où on peut effectivement rayonner, on peut montrer l'exemple, on a des forces vives, on a de l'intelligence, on est courageux. Et en plus on est bienveillant, on est gentil. Parce que si on n'était pas gentil, on ne serait pas dans cette situation. Les Français sont des gentils. Mais il faut aussi se responsabiliser et à un moment il faut aussi se relever la tête et rester digne. Voilà les amis, sur ces bien sages paroles de Joe Mannix de Strasbourg, eh bien on vous souhaite une excellente journée, montez des équipes et on ne lâche rien. Montez des équipes, bande de branleurs, franchement, montez des équipes, bordel.